11 mars, en manchette. La loi 14 sème l'inquiétude en Outaouais. Luca Rocco Magnotta fait enfin face à la justice. Et les sénateurs tenteront de mettre fin à la série de victoires des Bruins de Boston. En direct de la salle des nouvelles de la Cité collégiale d'Ottawa, voici Sophia Bagaoui. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est demain que les députés entameront les travaux parlementaires entourant la modification de la loi 101. Le projet de loi 14, qui prévoit entre autres de retirer le statut de ville bilingue aux municipalités qui comptent moins de 50% des citoyens anglophones, en inquiète plusieurs. Mégane Dionne, ces modifications s'appliqueront-elles aussi à l'Outaouais? Oui, Sophia, et c'est le cas notamment pour Chelsea, où l'on craint que certaines entreprises traversent la rivière pour des raisons linguistiques. Ce soir, la municipalité présentera une résolution pour faire reconnaître son statut bilingue qu'elle a acquis en 1977. Municipalité de Chelsea, good morning, bonjour. Chelsea figure parmi la liste des 84 municipalités qui risquent de perdre leur statut de ville bilingue. À l'heure actuelle, 46,7% de sa population a l'anglais comme langue maternelle. Si le projet de loi 14 est adopté, Chelsea devra systématiquement communiquer en français avec ses citoyens. Seuls les anglophones qui en font la demande pourront se faire servir en anglais à la mairie de Chelsea. On n'aura plus le droit d'envoyer les bulletins, les comptes de taxes, même notre site web dans les deux langues. Alors, ce sera à la pièce. Chaque résident peut demander qu'ils ont une copie en anglais, mais ce sera à notre personnel de fournir ça individuellement. De son côté, le président d'Impératif français, qui était en route vers Montréal pour y manifester son appui au projet de loi 14, est sans pitié pour les anglophones de l'Outaouais. Je vais vous dire que c'est une mesure responsable de voir que les municipalités vont obtenir le statut de ville française et le message est clair. Vous êtes les bienvenus au Québec. Le Québec, c'est chez vous, mais il y a une langue commune d'usage public, il y a une langue nationale qui est le français, apprenez-le. À Chelsea, la mairesse ne comprend pas pourquoi le gouvernement envisage de lui retirer son statut de ville bilingue. D'après elle, les deux communautés linguistiques ont toujours vécu en harmonie. On veut respecter le patrimoine. On veut vivre en harmonie les deux groupes linguistiques. Il n'y a pas de tension en ce moment, alors on veut être capable de continuer de donner les services dans les deux langues. La municipalité de Chelsea ne compte pas baisser les bras. Elle entend s'associer avec les 83 autres villes bilingues pour empêcher Québec de leur retirer leur statut bilingue. Mégane Dionne, la Cité collégiale, à Chelsea. Avec le printemps qui approche et les températures qui augmentent, les compagnies de transport doivent modifier leurs habitudes de voyagement. Le tout dans le but de préserver les routes. Olivier Caron a les détails. En cette période de dégel sur tout le sud-ouest québécois, le ministère des Transports exige aux compagnies de véhicules lourds de réduire les charges des camions. Cette demande est faite notamment pour préserver les routes en bon état. Quand on décrète ces périodes de dégel-là par le ministère des Transports, ça vise dans le fond à protéger le réseau routier puis l'ensemble des routes publiques d'une trop vite dégradation. Du côté des compagnies, on est bien préparé à ces réglementations qui affectent le transport. Chez Waste Management, une entreprise de gestion des déchets, la directrice des opérations Manon Côté nous assure que les normes sont respectées. Le ministère du Transport, il nous donne des poids limités pour une période de dégel, dépendamment des saisons. Puis ça dépend toujours comment aussi ça va fondre. Ça peut varier, mais normalement, c'est de telle date à telle date, puis après ça, elles peuvent changer. Puis là, ils vont nous donner des limites de charge qu'on doit respecter. Pour ce qui est de la charge à réduire, le ministère envoie des critères aux différentes compagnies touchées par le dégel. Elles devront donc s'adapter aux exigences et les tenir sur une période de 2 mois. En temps normal, le poids des camions avoisine les 60 tonnes. Lors de la période de dégel, le poids maximal des camions doit être de 50 tonnes, soit une diminution d'environ 10 tonnes par camion. C'est toujours une période d'à peu près 60 jours et pendant l'opération de dégel, dans le fond, on réduit d'environ 15 à 20 les charges. C'est énorme. Un des points négatifs pour les compagnies, c'est qu'il faut envoyer un plus grand nombre de camions sur les routes pour combler les demandes du gouvernement, surtout avec le ménage du printemps qui s'en vient. Avec cette augmentation de véhicules sur les routes, les compagnies doivent prévoir des dépenses additionnelles. Fait que c'est sûr, il faut ajuster nos voyages en conséquence. Puis, on a à rajouter des camions pour assurer de ramasser le même tonnage.
La période de dégel qui vient tout juste de s'entamer ce matin va se prolonger jusqu'au vendredi 10 mai pour ce qui est de la zone 1 qui couvre tout le sud-ouest du Québec, y compris ici en Outaouais. D'ici là, les compagnies de transport devront s'adapter aux demandes faites par le ministère des Transports. Olivier Caron, La Cité collégiale, Gatineau. La commission scolaire des portages de l'Outaouais demande au gouvernement du Québec la création de nouvelles écoles. La croissance démographique dans le secteur Elmer apporte plusieurs nouveaux élèves, mais les locaux sont restreints. Voici ce que nous a préparé Gina Hamelin. La commission scolaire des portages de l'Outaouais souhaite la création de 3 nouvelles écoles et l'agrandissement de 2 autres. Parce qu'au cours des dernières années, la population a grandi dans le secteur d'Elmeux à cause des nouveaux développements et de la hausse de l'immigration. On prévoit qu'en 2013, environ 300 élèves devront être déplacés d'écoles et de secteurs. Donc certains habitants d'Elmeux devront envoyer leurs enfants dans les écoles à Hall. Le problème est le manque de locaux et d'espace. On écoute Jocelyn Blondin, président de la commission scolaire des portages de l'Outaouais. Où est-ce que ça nuit? C'est la qualité de vie. La qualité de vie à l'intérieur de l'école, c'est que ça va faire en sorte qu'on aura des écoles qui n'auront plus de local polyvalent. Le véritable problème risque d'être en 2014, lorsqu'il va falloir déménager environ 400 élèves, mais qu'il n'aura plus de place pour le faire. La solution, selon M. Blondin, avoir la permission du gouvernement du Québec pour construire au moins une école dès le mois prochain. Par contre, aucune décision n'a encore été prise. La députée de Pontiac, Charlotte Lécuyer, n'a pas répondu aux appels. Mais là, c'est que Québec ne répond pas. Alors là, ça commence à être inquiétant parce qu'il faut calculer au moins 15 mois pour la construction d'une école. Il reste à savoir maintenant si Québec approuvera ce projet. Gina Hamelin, La Cité collégiale, à Elmeux. Le regroupement des associations des personnes handicapées de l'Outaouais dénonce le manque de logements accessibles dans la région par une vidéo lancée sur le net plus tôt aujourd'hui. L'organisme aimerait que le gouvernement et la ville de Gatineau investissent plus d'argent, sous forme de subventions, pour la construction de nouveaux logements accessibles pour les personnes handicapées. Car, disent-ils, la liste d'attente est beaucoup trop longue. Beaucoup d'actions aujourd'hui au palais de justice de la région. Nous allons rejoindre notre journaliste aux faits divers, Jérémy Bergeron. Jérémy, bonsoir. Bonsoir, Sophia. Tout d'abord, à Ottawa, un homme de 24 ans a été accusé aujourd'hui de conduite avec faculté affaiblie, causant la mort. En effet, Sophia, Wassim Otifrak, 24 ans, a comparu ce midi au palais de justice d'Ottawa. Il devra faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont notamment conduite dangereuse causant la mort et conduite avec facultés affaiblies causant la mort. Qu'est-ce qui s'est passé hier matin vers 7h45? L'accusé, possiblement sous état d'ébriété, aurait frappé de plein fouet le véhicule d'une dame de 54 ans. Elle n'a eu aucune chance. Ça s'est passé à l'intersection de Dunning et Innes dans le secteur Cumberland d'Ottawa. Elle est décédée sur le coup. On peut écouter Henri Langteau du service de police d'Ottawa. Les 2 véhicules se sont aboutis dans nos fossés, pas loin de l'intersection. La conductrice de 54 ans est décédée de ses blessures. Pour l'instant, Sophia, aucune date du début de son procès a été annoncée. Et à Gatineau, un employé d'un CPE a été accusé de voies de fait sur un enfant. En effet, Yann Vachon, 29 ans, a comparu cet après-midi au palais de justice de Gatineau pour des voies de fait sur un enfant. Les circonstances concernant les gestes restent nébuleuses. Ça serait passé, par exemple, ça se serait passé, oui, le 9 novembre dernier. L'enfant avait 4 ans lors des gestes. L'employé travaille pour le CPE des Petits Pieds de Gatineau. Il devrait revenir en cours le 24 avril prochain. Merci, Jérémy. Je vous en prie. Un corps retrouvé au Panama pourrait être celui d'Ed Moyan, un ancien résident d'Ottawa porté et disparu il y a 4 mois. Cet ancien Ottawien de 68 ans s'est installé dans ce pays d'Amérique centrale il y a 2 ans. Il est porté disparu depuis le 8 novembre 2012. La sœur d'Ed Moyan a affirmé que des tests d'ADN étaient présentement réalisés sur le corps retrouvé. Les autorités panamiennes considèrent la disparition comme suspecte car la porte de la résidence du sexagénaire était déverrouillée. Le décompte est commencé. Le cinéma Empire Theatre du centre-ville d'Ottawa au Centre Rideau fermera ses portes le 21 mars prochain. Son bail étant échu, le cinéma changera de location. Il s'installera dans les locaux du parc Lansdowne. Ce sera la première fois en 30 ans que le Centre Rideau sera sans cinéma. Le centre d'achat n'a toutefois pas précisé ce qu'ils allaient faire avec l'espace vacant. Après la pause, les nouvelles nationales et internationales avec Mario De Ciccio.
Bonsoir, mesdames, messieurs. On vient d'apprendre le suicide d'un cadre de la ville de Montréal. Robert Rousseau, un employé de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, a été retrouvé sans vie samedi dernier dans sa résidence de Châteauguay. Il avait reçu vendredi la visite de l'unité permanente anticorruption. L'enquête préliminaire du présumé tueur Luca Rocco Magnotta, accusé d'avoir tué et démembré l'étudiant chinois Lin Jun, a débuté ce matin au Palais de justice de Montréal. La séance est entamée avec une requête de la défense afin d'imposer un huis clos sur les procédures judiciaires. Le juge fera connaître sa décision demain. On en discute avec Camille Prévost. Camille Prévost, bonsoir. Bonsoir, Mario. Alors, Camille, pourquoi la défense demande-t-elle un huis clos? Eh bien, Mario, la défense demande un huis clos car elle estime que le procès a déjà été assez médiatisé comme ça à travers le monde. Rappelons que la vidéo du meurtre de l'étudiant chinois Lin Jun avait été diffusée sur le web et qu'un mandat d'arrestation international avait été émis contre le présumé tireur Luca Rocco Magnotta en mai dernier. D'ailleurs, le public était nombreux à se présenter au Palais de justice ce matin pour entendre la première séance de l'enquête préliminaire. D'ailleurs, certains curieux n'ont pas pu y assister tellement la salle était bondée. Des médias internationaux étaient présents, dont ceux de la France et des États-Unis. Pour ce qui est de la demande de huis clos, les médias comptent s'y opposer. Ils ont d'ailleurs fait affaire avec un avocat qui a déposé une contre-requête à celle émise par la défense ce matin. Et dites-moi, quand le procès devrait-il débuter? Eh bien, le procès véritable de Luca Rocco Magnotta devrait débuter en 2014 si tout se déroule comme prévu. Ce matin, c'était le début de l'enquête préliminaire qui vise en fait à déterminer si le suspect est apte à subir son procès. Je rappelle que Luca Rocco Magnotta fait face à 6 chefs d'accusation, dont ceux de meurtre prémédité et d'outrage à un cadavre. Il avait été arrêté à Berlin en juin dernier et avait plaidé non coupable à tous ces chefs d'accusation. Par ailleurs, la défense fera entendre demain ses premiers témoins. Merci beaucoup, Camille Prévost. Je vous en prie. La guerre de mots entre le maire de Toronto et une ancienne candidate à la mairie s'est poursuivie aujourd'hui. Sarah Thompson, qui accuse le maire Rob Ford de lui avoir fait des avances et de lui avoir touché les fesses lors d'une fête jeudi dernier, le met maintenant au défi de la poursuivre pour diffamation. Elle prétend aussi qu'il aurait pris de la cocaïne lors de cette même soirée. Le maire de Toronto n'a pas encore commenté ces nouvelles allégations, mais plus tôt cette semaine, il avait complètement nié les accusations. Aujourd'hui, c'était la dernière journée du pré-conclave et les 115 cardinaux se sont rencontrés devant le public pour la dernière fois. Des médias du monde entier sont arrivés au Vatican. En tout, c'est 5600 représentants des médias qui se sont installés sur la place Saint-Pierre pour couvrir le conclave. Demain, les 115 cardinaux s'enfermeront dans la chapelle Sixtine et n'en ressortiront que lorsqu'ils auront élu le nouveau pape. Le principal accusé dans l'affaire du viol collectif en Inde a été retrouvé mort ce matin dans sa cellule de la prison de New Delhi. Ram Singh a été découvert pendu par ses vêtements. On en parle avec Christelle Charret. Christelle Charret, bonsoir. Bonsoir, Mario. Christelle, l'avocat de l'accusé soutient qu'il ne s'agirait pas d'un suicide, mais bien d'un meurtre. Effectivement, Mario. Donc, l'avocat soutient que son client s'est plaint à plusieurs reprises de torture de la part des gardiens de prison, mais qu'il n'aurait pas eu de cause pour l'inciter à s'enlever la vie. Il estime que les policiers devraient ouvrir une enquête pour meurtre. De son côté, le directeur de la prison admet que Singh aurait dû faire l'objet d'une sécurité plus accrue et qu'il aurait dû être placé à l'écart des autres détenus. Les parents de la victime, quant à eux, croient que la mort du présumé tueur, en fait, de leur fille, serait due à un suicide et non pas à un meurtre. Donc, la tragédie s'est produite le 16 décembre dernier en Inde. Alors, Ram Singh, en fait, et un groupe d'amis, après une soirée plutôt bien arrosée, auraient pris le volant de l'autobus de Singh qu'il utilisait la plupart du temps pour son travail. Ensuite, une jeune femme de 23 ans ainsi que son copain seraient montés à bord de l'autobus après une sortie au cinéma. Peu de temps après, le groupe aurait commencé à tabasser le compagnon pour ensuite violer et torturer la jeune femme à l'aide d'une planche de fer. Finalement, la jeune femme a succombé à ses blessures peu de temps après, soit 13 jours plus tard. Mais Christelle, dites-moi, qu'adviendra-t-il du procès des autres accusés dans cette histoire?
Eh bien, les responsables de la police indienne entendent poursuivre le procès des autres accusés dans les prochains jours, malgré la mort de Singh. Donc, les 4 autres accusés, en fait, sont jugés présentement en cour d'assises. En cour d'assises, voilà, pour pour viol, pour meurtre et pour enlèvement. Le 5e accusé, quant à lui, âgé de 17 ans, est jugé séparément des autres accusés. Et lui, il risque une peine d'emprisonnement maximale, en fait, de 3 ans dans un centre pour délinquants mineurs. Eh bien, bref, cette histoire de viol collectif aura su émouvoir toute la communauté indienne, si bien que de nombreuses manifestations ont eu lieu en Inde, justement pour dénoncer les violences gratuites aux femmes, ainsi que pour la négligence des autorités indiennes à les protéger. Merci beaucoup, Christelle Chauret. Je vous en prie. Cela fait 2 ans jour pour jour que le Japon était victime d'un désastre naturel. Les Japonais se souviennent de ce tsunami qui avait ravagé la côte nord-est du pays. À 14h46, des milliers de Japonais ont tenu 1 minute de silence en mémoire des victimes. En tout, le séisme suivi du tsunami et de l'accident nucléaire de Fukushima a causé la mort à près de 19 000 Japonais et la disparition de 1600 autres. À Tokyo, l'empereur s'est incliné en mémoire des victimes et a insisté sur la nécessité de mieux préparer la population face aux catastrophes naturelles. Le présumé meurtrier et ex-olympien Oscar Pistorius conteste ses conditions de remise en liberté. Le surnommé Blade Runner, accusé du meurtre de sa conjointe en février dernier, voudrait avoir le droit de voyager et de boire de l'alcool, en attendant son procès le 4 juin prochain. Ses avocats soutiennent qu'il ne représente aucun risque pour la société et qu'il n'y aurait pas de justification légale pour qu'il soit surveillé par un agent de probation. L'athlète sud-africain voudrait aussi revoir l'accès à sa résidence de Silverwood, là où il a tué son épouse. Au retour, les sports avec Patrick Foucault. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les sénateurs d'Ottawa pourront remporter une 2e victoire de suite ce soir alors qu'ils recevront les puissants Bruins de Boston. Cet affrontement marque le retour au jeu de l'attaquant Guillaume Latendresse, absent depuis plus d'1 mois pour une blessure au cou. S'ils l'emportent, les hommes de Paul McLean dépasseront les Maple Leafs de Toronto au classement et seront à seulement 6 points du Canadien au premier rang. Les Bruins avaient remporté le dernier match entre les deux équipes le 28 février dernier par la marque de 2-1. On se rappelle, Jim O'Brien avait marqué pour les Sénateurs, alors que Patrice Bergeron avait donné la victoire à Boston en prolongation. Tout indique que c'est le gardien Ben Bishop qui protégera la cage d'Ottawa, alors que le numéro 1, Craig Anderson, est toujours sur la touche. Le match commencera à 19h30. Au basketball universitaire maintenant, les Ravens de l'Université de Carleton ont remporté un 3e titre canadien consécutif. De plus, c'est la 9e fois en 11 ans que la formation ottavienne remporte le trophée WP McGee. Olivier Breton, alors, à quel genre de match avons-nous eu droit? Patrick, c'était un match à sens unique, dominé de A à Z par les Ravens de Carleton. Leurs adversaires étaient les Thunderwolves de Lakehead, mais ils n'ont su contenir la puissante attaque qu'est Carleton. À la mi-temps, le pointage était déjà de 40-19 à la faveur des Ravens. Puis le pointage final s'est soldé par un 92-42, soit 50 points d'écart, un record pour une finale de la CIS. Et le joueur du match a été Thomas Scrub, qui a mené l'attaque avec 17 points. Il a notamment été nommé joueur du match et joueur par excellence du tournoi. Par ailleurs, la finale pour la médaille de bronze a été bien plus excitante. Elle opposait les Axemen de l'Université d'Acadia aux GGs de l'Université d'Ottawa. Et c'est les GGs qui l'ont emporté en prolongation au compte de 92-85. Donc, Patrick, on peut dire que les équipes ottaviennes ont fait très bonne figure devant leurs partisans à ce tournoi qui était disputé à la place Banque Scotia. Olivier Breton, merci. Surf des neiges maintenant, la planchiste elmuroise Caroline Calvé s'est retrouvée sur la 3e marche du podium à une épreuve de la Coupe du monde de surf des neiges à Arosa en Suisse. La Québécoise participait à l'épreuve du slalom géant en parallèle. Elle avait été la plus rapide lors des qualifications.
Il y a 2 semaines, l'athlète de l'Outaouais avait mérité rien de moins que l'or en slalom en parallèle à Moscou, en Russie. Du côté masculin, c'est le Canadien Matthew Morrison qui a décroché la médaille d'argent. JCJ Anderson s'est quant à lui classé 7e. La Canadienne et championne du monde en ski cross, Marielle Thompson, a pris le 2e rang de l'épreuve de ski cross des championnats du monde de ski acrobatique dimanche à Voss, en Norvège. La Suisse Fanny Smith a remporté la médaille d'or, tandis que la Française Ophélie David a complété le podium avec le bronze. C'était une épreuve bien spéciale pour les Canadiens participant à l'événement. L'an dernier, le skieur Nick Zoricic est mort sur la piste suite à un accident lors de la compétition. En terminant, les Canadiens de Montréal ont complété un voyage presque parfait hier soir en l'emportant 5-2 contre les Panthers en Floride. C'était une soirée de première alors que Michael Ryder a marqué ses premiers et 2e buts avec les Canadiens cette année. Le défenseur Francis Bouillon a également trouvé le fond du filet pour la première fois depuis son retour avec l'équipe. Leur prochain affrontement aura lieu mercredi contre les Sénateurs à Montréal. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin de sport. Après la pause, la météo et le mot de la fin avec Sophia Bagaoui. Restez des nôtres. Ce soir, ce sera nuageux avec des averses, un maximum de 6 degrés. Cette nuit, on prévoit de la pluie avec un maximum de 5 degrés. Ce sera pareil pour demain matin avec de la pluie intermittente. En terminant, une belette a volé le spectacle hier. La petite belette est apparue inopinément sur le terrain, interrompant du même coup le match qui opposait le FC Zurich et le FC Thun, 2 équipes de la Suisse. C'est le gardien David Dacosta qui a finalement réussi à ramener la petite belette en sécurité. C'est ce qui complète vos nouvelles. Au nom de toute l'équipe, bonne soirée à tous. On se retrouve demain à 18h.